C'est un honneur pour moi d'être introduit, présenté par l'un des pionniers de la diabétologie, endocrinologie au Maroc. Mais avant de commencer ma présentation, je tiens à remercier le comité d'organisation et le bureau de l'ASMEDIAN pour la qualité des thématiques choisies lors de ce congrès. Ma thématique d'aujourd'hui s'intitule CGM et variabilité glycémique, apport de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, nous vivons actuellement une période charnière dans la prise en charge du diabète marquée par l'avènement de technologies de plus en plus performantes et également l'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans notre pratique clinique, ça d'une part, et d'autre part, avec l'utilisation de plus en plus répandue des CGM, la variabilité glycémique est devenue une métrique de plus en plus étudiée et discutée. La variabilité glycémique, ainsi, s'est imposée dernièrement comme un paramètre majeur, indépendant dans la prédiction des complications micro- et macro-angiopathiques. Et puis, l'intégration de l'IA ouvre actuellement de nouvelles perspectives fascinantes, puisque grâce aux algorithmes de cette technologie, nous pouvons analyser en temps réel des volumes massifs, qu'on appelle les data, générés par les CGM, générés par les pompes à insuline, également par tous les outils connectés, que ce soit les smartwatches, les téléphones ou bien les smartphones. Donc, tous ces outils peuvent aider à proposer des algorithmes adaptés à nos patients diabétiques. Du coup, ces outils peuvent non seulement analyser la variabilité glycémique, mais aussi prédire les excursions et proposer des interventions personnalisées. Et ça nous amène à ce qu'on a appelé, on en a parlé hier, à la médecine de précision, qui est une approche qui vise à adapter les décisions thérapeutiques aux caractéristiques propres de chaque patient. Et l'IA devient ici l'allié indispensable pour transformer les données brutes en stratégie thérapeutique sur mesure. Alors, l'objectif de mon topo d'aujourd'hui, c'est d'abord comprendre la variabilité glycémique et ses enjeux cliniques, et également explorer l'apport de l'IA dans l'analyse et la gestion de la variabilité glycémique. Et pour ça, j'ai choisi ce plan articulé sur 5 thématiques. D'abord, je vais rappeler quelques concepts et les enjeux de la variabilité glycémique. Je parlerai également de l'IA en diabétologie de façon très brève. L'IA et l'analyse de la variabilité glycémique avant d'attaquer avant de parler de quelques opportunités, les défis et les perspectives et conclure. Maintenant, on va définir d'abord c'est quoi une variabilité glycémique. Comme vous le savez, ça désigne les fluctuations de la glycémie sur une période donnée. Elle constitue un composant intrinsèque de l'homéostasie du glucose et émerge comme un indicateur important de l'équilibre glycémique en pratique clinique. Et classiquement, on distingue 2 types de variabilité glycémique. La variabilité glycémique à long terme, à partir de l'hémoglobine glyquée, à partir des glycémies à jeun, à partir des glycémies postprandiales. On évalue généralement ça entre les consultations, mais c'est l'apanage du diabétique de type 2. Et puis, le deuxième type de variabilité, c'est la variabilité glycémique à court terme qui recouvre les fluctuations intrajournalières et interjournalières, et c'est beaucoup plus l'apanage du diabétique de type 1, comme vous le savez. Alors, dans la littérature, d'une façon générale, quand on parle de variabilité glycémique, on parle essentiellement de cette variabilité à court terme. Maintenant, est-ce qu'il y a des particularités à cette variabilité glycémique? Il faut savoir que pour la variabilité glycémique, il y a plusieurs dimensions. D'abord, l'amplitude. Alors, si on prend par exemple une amplitude qui est très, très haute ou bien très large, ça dépasse le temps dans la cible, c'est une variabilité très importante. La durée, c'est très important également. La fréquence, est-ce que c'est juste une montée, une descente ou bien plusieurs montées, plusieurs descentes par jour ou par heure? La direction, est-ce que c'est une montée qui est très aiguë ou bien très, très douce? Et puis la consistance dans le temps. Tous ces paramètres, il faut les prendre en considération quand on veut évaluer une variabilité glycémique.
Les facteurs agissant sur la variabilité glycémique qui sont très nombreux. Il peut s'agir de facteurs physiologiques, comportementaux, thérapeutiques, comme vous le voyez sur cette diapositive. C'est pas exhaustif, mais c'est juste, ça peut concerner en premier le type du diabète. Et comme vous le savez, par définition, le diabète de type 1 est beaucoup plus instable que le diabète de type 2. Le type de traitement, les complications, le stress, il y a énormément de facteurs qui peuvent agir sur cette variabilité glycémique. Alors, pour les indices, il y en a plusieurs, avec quelques-uns, ils sont faciles à calculer, pour d'autres, c'est plus difficile et ça relève de la recherche clinique. J'aimerais juste insister sur un travail comme vous le savez, l'équipe de Monnier travaille très souvent sur ce paramètre qui est la variabilité glycémique et sa relation avec les hypoglycémies. Et cette équipe a démontré qu'il y a une relation exponentielle entre la variabilité glycémique et le risque d'hypoglycémie. Et ça, c'est très important à le savoir. Et comme vous le voyez sur cette diapo, quand on a un CV ou un coefficient de variation qui est moins de 27, généralement, le risque d'hypoglycémie, et en particulier les hypoglycémies de niveau 2, c'est-à-dire moins de 0,54 grammes par litre, il est presque nul. Et quand ça monte, le risque d'hypoglycémie, il est beaucoup plus important. Et à partir de ces chiffres, on a pu déterminer deux valeurs. Le 27%, moins de 25%, c'est un diabète ou une personne normale. Et puis, au-delà de 36%, ça concerne beaucoup plus les patients diabétiques qui ont un diabète qui est instable ou bien labile. Et entre les deux, c'est un diabète qui est plus ou moins instable, avec moins d'hypoglycémie. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir une variabilité glycémique, ça a un impact ou bien ça pourrait entraîner des complications? On n'a pas d'études très claires là-dessus, mais quelques papiers parlent de ces mécanismes physiopathologiques et biochimiques de la variabilité glycémique et leur lien avec les complications, que ce soit les complications micro- ou macrovasculaires, en entraînant bien sûr un stress oxydatif, des changements épigénétiques, une augmentation du ROS, et tous ces mécanismes vont entraîner cette fameuse dysfonction endothéliale, l'augmentation de l'inflammation, le pouvoir ou le potentiel pro-athérogène qui vont aboutir à ces complications micro- et macrovasculaires. Alors, que dit la littérature dans ce sens? Concernant d'abord la microangiopathie, on n'a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'études, mais c'est des études qui sont très hétérogènes. Là, je partage avec vous une étude qui a été assez ancienne, qui a été publiée en 2014. C'est une petite étude de 32 patients diabétiques de type 1 qui a montré qu'il existe un risque plus élevé de complications microvasculaires en cas d'augmentation de la variabilité glycémique, indépendamment du taux de l'hémoglobine glyquée. Et ça, quel que soit l'indicateur utilisé pour évaluer cette variabilité glycémique, que ce soit l'écart type SD, le coefficient de variation ou bien le MAGE. Et puis, un point très intéressant qui a été soulevé dans cette étude, c'est que cette variabilité glycémique calculée à partir des glycémies capillaires n'a pas montré d'augmentation du risque, ce qui souligne l'importance de mesures fréquentes de la glycémie pour étudier et évaluer correctement la variabilité glycémique. Et ça nous amène au CGM, parce qu'on ne peut pas avoir le meilleur de le diabétique de type 1 le plus assidu ferait une douzaine de glycémies capillaires par jour. Par contre, quand on utilise un CGM, c'est au-delà de 300 mesures par jour, avec d'autres informations, comme vous le savez. Côté macroangiopathie, également la variabilité glycémique apparaît comme un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, y compris après ajustement pour l'hypoglycémie. Et toujours dans le cadre des macroangiopathies, les résultats restent hétérogènes. Là, je partage avec vous une liste d'études qui ont travaillé sur ce volet, notamment l'implication de la variabilité glycémique et l'avènement de complications micro- et macroangiopathiques. Vous voyez, ils ont travaillé sur les diabétiques de type 1 et type 2. Ils ont utilisé tous les paramètres de variabilité glycémique. Après, les résultats sont
sont très hétérogènes. Côté qualité de vie, comme vous le savez, de manière subjective, les diabétiques de type 1 rapportent souvent que des niveaux élevés de variabilité glycémique ont un impact négatif sur leur humeur et leur qualité de vie. Ça, c'est notre vécu, et surtout avec nos diabétiques de type 1. Et là, encore une fois, les données ne sont pas très claires par rapport à ça. Alors, comment on fait en pratique? Actuellement, on a entre les mains les CGM et les AGP des CGM. Et à partir de ces AGP, on peut déduire est-ce que notre patient a une variabilité glycémique qui est minime, modérée ou élevée, avant de voir ce fameux coefficient de variation. Donc, à partir de l'AGP, on peut déduire que c'est un patient qui a, ou une patiente qui a une variabilité glycémique très élevée, avec des hypo et des hyperglycémies, avant d'aller regarder ce coefficient qui est sur cet exemple, qui dépasse les 45%, ce qui veut dire que c'est une variabilité très sévère. En pratique, toujours, on a utilisé pendant un certain moment l'écart type, on a utilisé le MAGE et le MODE, et je me rappelle très bien, mon premier contact avec le premier CGM, c'était en 2003, avec le professeur Raqewak, que je salue. C'est lui qui m'a plus ou moins injecté cette fibre des nouvelles technologies dans la prise en charge des diabétiques de type 1. Et puis actuellement, on recommande ce CV avec ce cut-off de 36%. Et généralement, on recommande un CV qui est inférieur à 36%. Il y a également un autre paramètre qui a été également évoqué actuellement, c'est le GRI, c'est le Glycemic Risk Index, qui est un nouveau paramètre composite calculé à partir des critères CGM classiques et qui évalue globalement le risque d'exposition à l'hypo et à l'hyperglycémie. Schématiquement, un GRI à 0 représente un tracé sans hypo ni hyper, et un GRI à 100 représente un tracé avec un risque très élevé d'hypo et d'hyperglycémie. Et là, vous avez la formule qui donne une valeur très importante aux hypoglycémies inférieures à 0,54. Alors maintenant, tous nos patients, pas tous nos patients, la plupart de nos patients diabétiques essentiellement portent des CGM, quelques-uns portent des pompes à insuline, d'autres des smartwatches, des smartphones, et tous ces outils génèrent des données énormes. Et actuellement, on parle de tsunami de data. Et maintenant, je passe à la place de l'IA en diabétologie. C'est quoi l'IA d'abord? C'est une discipline scientifique inventée dans les années 50 par deux mathématiciens américains. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et ce schéma a été présenté tout à l'heure par mon ami, le professeur Ben Qassem, pour montrer le mode de fonctionnement de l'IA. Il y a d'abord l'IA, qui est un ensemble de techniques permettant à un algorithme informatique d'exécuter des tâches généralement associées à l'intelligence humaine. Puis, il y a le machine learning, qui est un sous-ensemble de l'IA, qui utilise des méthodes statistiques pour permettre aux machines d'améliorer leur performance grâce à l'expérience. Le développeur doit généralement concevoir manuellement les caractéristiques, et en diabétologie, ça peut servir pour prédire le risque d'hypoglycémie, par exemple, dans notre cas. Et puis le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning qui utilise des réseaux neuronaux comme les neurones d'un être humain pour imiter l'intelligence humaine en apprenant et en extrayant automatiquement les caractéristiques des données. Et comme exemple de ce type d'IA, c'est la détection automatique de la rétinopathie à partir de photos du fond d'œil. Alors, comment ça marche? Ça commence par la collecte d'un certain nombre de données, et ça, c'est quand on travaille avec, je suppose, les gens qui ont travaillé avec des mathématiciens ou bien des ingénieurs en IA, leur demande incessante, toujours, c'est les données. Donc, ça commence par la collecte de données, la préparation, l'apprentissage et puis les résultats. Comment ça fonctionne
en diabétologie, ça passe généralement par les 3 grandes étapes. C'est la collecte multisource des données d'entrée. Ça peut être des glycémies capillaires, ça peut être des données du CGM, ça peut être toutes les données, même la météo, on peut mettre ces données. Après, c'est l'analyse des données par l'IA, par le machine learning et le deep learning. Et à la fin, la production de résultats cliniquement pertinents et exploitables. Quand on parle de ça a l'air d'être simple, mais ça passe à travers des formules très compliquées, des algorithmes, avant d'arriver à des résultats. Donc, ça donne parfois le tournis parce que quand on s'assoit à côté d'un ingénieur en IA, on n'y comprend rien parce qu'il y a plein de formules qui utilisent pour parvenir à ces... Maintenant, est-ce qu'il y a une place de l'IA dans l'analyse de la variabilité glycémique? Là, vous avez une publication concernant la tendance des publications qui concernent l'utilisation de l'IA dans la variabilité, dans l'évaluation de cette variabilité. Vous voyez la tendance. En 2025, il y a eu 81 articles qui ont été publiés, alors qu'en 2006, il n'y avait que 3. Donc, on voit que les gens s'intéressent à cette thématique. Alors, notre principal objectif, généralement, c'est de passer de ça à ça, chose qui n'est pas toujours évidente. Et le professeur Haraj, tout à l'heure, a parlé des 180. Il faut retenir ce chiffre. Un patient diabétique de type 1 peut prendre plus de 180 décisions par jour. Et ça, c'est énorme. Ça nous rend fou. Donc, c'est pas toujours évident. Et comment on va intégrer cette IA à travers la collecte des données, comme je l'ai dit, à partir des outils connectés, les pompes à insuline en boucle fermée, en open source également, les CGM, actuellement il y a également les stylos d'insuline connectés qui vont être collectés au niveau des smartphones et des ordinateurs, puis analysés par l'IA et proposer des recommandations sur plusieurs paramètres concernant l'équilibre glycémique. Alors, je vous donne l'exemple de le rôle de l'IA dans les CGM. Par exemple, là, on a un profil de CGM standard avec un seuil d'alerte classique, sans IA, c'est-à-dire le patient va avoir son hypoglycémie et puis il y aura une alarme au moment de l'hypoglycémie. Quand on utilise l'IA, ça va entraîner ou faire une alarme ou bien une alerte 20 minutes avant l'installation de l'hypoglycémie. Ça va permettre aux patients de prévenir cette hypoglycémie. Malheureusement, pour l'instant, on n'a que des flèches de tendance qui ne permettent pas ça nous donne une idée sur la vitesse de l'évolution de la glycémie ou bien du taux de glucose interstitiel, mais pas une prédiction de l'hypoglycémie. Concernant les pompes à insuline, essentiellement les boucles fermées hybrides, qui ajustent automatiquement l'administration d'insuline en se basant sur les données issues des CGM, sur les paramètres définis par l'utilisateur et le clinicien, notamment l'activité physique, les repas, les objectifs, la durée de l'insuline active et les ratios. Et puis, ils sont dotés également d'algorithmes prédictifs qui anticipent l'évolution glycémique. Je ne vais pas insister sur les effets de ces boucles fermées hybrides, notamment sur le temps dans la cible, sur la réduction de la variabilité glycémique et sur la diminution de la charge cognitive dont on a parlé tout à l'heure. Alors, sur le marché, on a plusieurs. Au Maroc, on a une seule boucle fermée hybride qui est dotée d'un algorithme qu'on appelle SmartGuard et qui comporte 20 modules algorithmiques avec 7 modules de sécurité et 4 principaux algorithmes. Ces algorithmes, il y a d'abord le PID, c'est le proportionnel intégratif dérivatif, l'insuline feedback, le MPC, c'est le modèle prédictif contrôle, et puis la logic flow, et je crois que j'ai pas le temps pour détailler tout ça, mais ça passe également par l'auto-apprentissage. Et on insiste surtout, quand on place une pompe en boucle fermée, on insiste sur ce point pour que les patients puissent ne pas mentir et mettre, par exemple, de faux repas pour mettre un bolus parce que ces pompes sont dotées d'une capacité d'auto-apprentissage très importante.
Alors, l'apport de l'IA dans l'amélioration de la variabilité glycémique, là, je partage avec vous une revue de la littérature et une méta-analyse. Ils ont évalué pratiquement tous les systèmes disponibles sur le marché. Et ce qui est sorti de cette méta-analyse, c'est que tous les systèmes en boucle fermée hybride ont diminué le temps passé en hypoglycémie. Et puis, pratiquement tous les systèmes sont supérieurs au traitement conventionnel avec les injections d'insuline sans CGM sur la réduction du coefficient de variation sans différence significative entre eux. Et puis, cette méta-analyse a mis en évidence une hiérarchie d'efficacité entre les différents systèmes en boucle fermée hybride chez les diabétiques de type 1. J'arrive à la dernière partie qui concerne les opportunités, les défis et les perspectives. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je passe essentiellement aux opportunités. Ça passe à travers la précision. Et on a parlé depuis hier de cette médecine de précision. Il nous faut une précision, une pénétration, c'est-à-dire une couverture de tous les territoires, y compris les territoires enclavés, la prédiction, la personnalisation qui vont nous permettre d'avoir cette médecine de précision, à avoir une bonne prise en charge de nos patients diabétiques. Alors, les perspectives de l'application de l'IA en diabéto, c'est garantir l'équité des algorithmes, répondre aux besoins cliniques les plus cruciaux, et puis encourager une collaboration plus étroite entre spécialistes de différents domaines, en particulier entre les médecins et les ingénieurs en IA. Et je conclus ma présentation pour rappeler que la variabilité glycémique est aujourd'hui reconnue comme un indicateur central de la qualité du contrôle glycémique lié directement au risque de complications. Grâce à l'IA et à l'émergence de la médecine de précision, nous avons la possibilité d'anticiper, de prévenir et de personnaliser la prise en charge du diabète comme jamais auparavant. Et puis actuellement, l'utilisation de l'IA sur des outils connectés en diabétologie, en particulier les CGM et les systèmes en boucle fermée hybride, a permis de réduire cette variabilité. Cependant, comme vous le savez, ces avancées technologiques s'accompagnent de défis dont j'ai parlé. C'est la qualité et la sécurité des données, c'est les biais algorithmiques, c'est également la transparence et l'éthique. Et si nous relevons ces défis collectivement, cliniciens, chercheurs et ingénieurs et décideurs également, nous pourrons plutôt transformer la prise en charge du diabète et améliorer durablement la qualité de vie de nos patients diabétiques. Je vous remercie pour votre attention.